Je vais vous parler ce jour de deux thèmes qui peuvent sembler antinomiques mais qui ne le sont pas. L'amour et la mort. Vous en avez assez d'entendre Eros et Thanatos à l'évocation de la mort et de l'amour? Je vous emmène découvrir toutes les facettes de ces deux sujets universels. J'ai profité d'être en résidence de vidéastes scientifiques à Toulouse, au Quai des Savoirs, pour aborder ce sujet à l'occasion de leur exposition de l'amour, où j'ai passé un moment très agréable afin d'explorer le sujet. L'amour est dans la tombe? C'est parti pour un peu d'archéothanatologie. Si ce titre était celui de ma toute première vidéo il y a 4 ans, il me semblait intéressant que cette première vidéo soit dépoussiérée et intégrée dans ce nouvel ouvrage. En archéologie, on retrouve parfois ce que l'on appelle des tombes ou sépultures doubles. Des individus enterrés ensemble dans diverses positions. Parfois, certaines positions nous alpaguent par leur aspect romantique, comme la tombe double à Hassan-l'Outépé ou encore à Val d'Aro. Hassan-l'Outépé est un site qui se trouve en Iran actuel et qui a eu une histoire relativement complexe et surtout très longue qui s'étend sur une dizaine de niveaux archéologiques. Les deux individus seraient morts en 800 avant notre ère. Les amoureux de Val d'Aro, comme ils sont appelés, ont été retrouvés en Italie et remontent à la période néolithique, et ils sont exposés au musée archéologique de Mantoue. Ils sont ainsi enterrés ensemble depuis 6000 ans. Pour autant, pouvons-nous dire que ce sont des amoureux? Eh bien non, pas forcément. Même si beaucoup de journaux parlent facilement d'amoureux dans des cas pareils, ce n'est pas forcément évident. Tout d'abord, il est très difficile en archéologie de mettre un statut relationnel sur deux individus. Il faudrait même pousser jusqu'à l'analyse ADN pour savoir s'ils ne sont pas plutôt liés autrement. Rien n'exclut que des personnes soient inhumées ensemble sans pour autant avoir été amoureuses. Également, la recherche permet de savoir si les deux personnes ont été inhumées en même temps ou non, ce qui va changer beaucoup d'éléments dans la chronologie de la sépulture. Ne serait-ce que pour savoir si les morts sont simultanées ou si la tombe a été ouverte à nouveau pour y introduire un nouvel individu. Enfin, il est question de savoir pourquoi les vivants ont placé les morts dans cette position, bien que dans certains cas, comme à Hassan-l'Outépé, le cœur de la recherche était de savoir si ces individus ont été inhumés comme cela ou s'ils sont morts dans cette position à un moment très troublé pour la cité. Ce qui peut également beaucoup perturber le public, c'est lorsque les individus enterrés ensemble sont de même sexe biologique. Bien souvent, les tombes doubles révélant des personnes de même sexe vont beaucoup interroger. Et là encore, difficile d'attribuer une relation ou encore un genre à des individus inconnus exhumés en contexte archéologique. Le sujet prend alors diverses dimensions et le traitement de ces données archéologiques peuvent avoir un réel impact dans nos sociétés, comme par exemple dans le cas de tombes d'individus de même sexe. Ce que nous considérons comme une démonstration de l'amour ne l'est pas forcément de partout, et il est impossible de calquer des visions contemporaines sur des sociétés anciennes. Ainsi, oui, il y a bien des tombes doubles d'individus de même sexe biologique. Mais cela, je vous en parle un petit peu plus dans le podcast audio associé à cette vidéo, qui reprend plus en détail toutes les questions liées à l'archéologie du genre dans ces cas précis. Parfois, il faut se méfier. Par exemple, si je vous montre ces personnes inhumées au Vanuatu sur le site de Ruamata, classé à l'UNESCO, vous trouverez qu'ils sont plutôt mignons, les amoureux endormis. Que nenni! Ils sont les sacrifiés d'une inhumation royale pour accompagner une figure de légende. Ainsi, l'homme du couple était endormi grâce au kava, une plante psychotrope du Pacifique. Les fouilles archéologiques ont révélé pour les femmes des inhumations de leur vivant, avec pour certaines une tentative de sortie et de lutte. Elles n'avaient pas de plantes psychotropes comme les hommes. Comme quoi, les apparences sont bien souvent trompeuses, et heureusement, c'est tout le travail des archéothanatologues de restituer des situations et des gestes funéraires pour que l'on puisse mieux comprendre les sociétés du passé et tenter de comprendre leurs coutumes. En archéologie, d'autres scènes interrogent sur l'empathie. Cet élément apparaît sur des zones de catastrophes qui ont laissé des témoignages bouleversants. À la vue de ces photos, vous constaterez que la peur et l'espoir de la survie sont marqués dans les derniers gestes de ces individus. Qui sont-ils? Que s'est-il passé? De la Chine à Chypre, voilà deux cas de restes humains retrouvés en position de protection.
Parlons-nous d'amour ou de réflexes naturels chez son prochain? Le premier date d'il y a 4000 ans en Chine. Une coulée de boue, longtemps considérée comme légendaire, a pu trouver un écho en archéologie. Grâce aux sédiments et à la densité de ces derniers, les squelettes du site de Laïdja ont été conservés dans des positions tout à fait intéressantes, ce qui a drainé beaucoup d'interprétations sur les liens entre les individus et en particulier entre cette femme de la trentaine et ce petit enfant. Longtemps considéré comme mère et enfant, il a fallu attendre les résultats ADN pour découvrir que non, il n'y a pas ce type de lien entre eux. Est-ce une tante, une voisine? Pour autant, amour ou réflexe naturel, on voit que cette femme a fait son maximum pour tenter de sauver un enfant qui n'était pas le sien. Cet exemple montre qu'il est facile de faire rapidement de mauvaises hypothèses en apposant sur un cas explicite des relations qui ne sont pas exactes. Pour autant, nous ne savons pas, peut-être que cet enfant a été adopté par cette dernière, tant d'hypothèses qui restent plausibles. Le second cas est celui de ces individus considérés comme une famille sur le site de Kourion à Chypre. En l'an 365, la cité de Kourion est frappée par un tremblement de terre d'une violence rare qui va détruire en grande partie la zone. En 1986, 3 corps sont retrouvés dans les décombres à l'occasion de fouilles. Un jeune homme, une jeune femme et un petit enfant ont été retrouvés en position de protection. L'homme à droite protégeant la femme au centre qui tient son petit dans les bras. Ainsi, même si je n'ai pas accédé à d'éventuels tests ADN, ils sont tout de même présentés comme une famille dans le musée qui explique leur histoire au musée archéologique de Kourion. Une scène touchante qui montre les derniers efforts vains d'individus essayant malgré tout de se protéger contre l'inévitable. L'empathie et l'entraide sont visibles auprès des morts à condition que leur étude soit bien menée. Avons-nous besoin d'aimer les autres pour les aider? C'est une question qui a du sens dans nos sociétés individualistes. L'expression des sentiments est quelque chose qui peut être visible en archéologie. Les épitaphes nous donnent de bonnes informations sur les liens entre des individus de leur vivant. À l'occasion de ma venue à Toulouse, j'ai pu me pencher sur celles présentées au musée Saint-Raymond dans leur espace d'exposition dédié au monde des morts. Un exemple du IVe siècle découvert à Valentine nous dit ceci. Faible secours d'un deuil immense, ton épouse, sérénale affligée, te dédie cette pierre. Compagne de toujours d'un lit inséparable, tout entière donnée à toi pendant 8 lustres, douce fut près de toi la vie, triste, elle attend la lumière éternelle et veut celle-ci brève. Un autre exemple intéressant est celui de cette femme qui fait un geste affectueux envers son époux. Sur le sarcophage aux époux, daté du IVe siècle lui aussi, on y voit, entouré de strigiles, une imago clipeata en forme de coquille. L'époux, considéré comme un probable magistrat de haut rang, tient dans ses mains un volumen. Son épouse, qui est un petit peu plus en retrait, mais qui reste en contact avec lui, le regarde, je trouve, assez amoureusement. Mais cela, bien sûr, est juste mon avis de visiteuse. Malheureusement, le reste de l'œuvre est manquant, ce qui donne des difficultés pour restituer l'intégralité de cette dernière. On retrouve aussi une mention très intéressante sur cette urne cinéraire, plus ancienne que ce que je vous ai présenté précédemment. Celle-ci dit « Au dieu Man Varia Climen fit, faire cette urne, pour son époux bien méritant, Marcus Cartimus Dextrus et pour elle-même. Il a vécu 32 ans, 6 mois, 24 jours. Il a vécu 20 ans avec elle. » Et oui, mes bons amis, l'âge légal pour se marier à l'époque romaine était de 12 ans pour les filles et de 14 ans pour les garçons. Marcus se serait alors marié 2 ans avant l'âge légal si on en croit cette épitaphe. Un rite très codifié comme à l'accoutumée chez les Romains et surtout un devoir civique. Il est toujours mieux d'avoir les dieux du foyer de son côté lors de son mariage que ce dernier soit arrangé ou non. L'art funéraire est aussi plein de preuves d'amour. Dans les cimetières du monde, on retrouve de nombreuses histoires autour de l'amour, qu'il soit entre deux amoureux ou encore un amour filial et familial. Il serait long de vous lister les constructions qui représentent ce type de cas, mais voici une petite sélection que je trouve intéressante. À Paris, on retrouve au Père-Lachaise le tombeau de Héloïse et Abélard.
ces amants du XIIe siècle qui se sont aimés passionnément mais dont l'union n'était pas possible. Dénoncés, ils furent séparés et contraints à une relation épistolaire. Unis dans la mort, ils sont inhumés dans le cimetière en 1817 et sont alors les plus anciens habitants de ce dernier. Leur tombeau est quant à lui classé au monument historique. À Teruel, en Espagne, deux amants sont également très connus puisqu'ils sont nommés les amants de Teruel. Diego de Marcilla et Isabel de Segura ont vécu au XIIe siècle. Encore une histoire d'amour contrariée puisque Diego voulait épouser Isabelle. Le père de cette dernière n'a pas voulu et lorsque Diego est venu tout de même la chercher, elle était déjà mariée. Il lui a alors demandé un baiser qu'elle a refusé. Il meurt alors de chagrin. Isabelle, souhaitant embrasser la dépouille une dernière fois, meurt alors également. Fin de l'histoire. Ils sont néanmoins enterrés ensemble d'après la légende. En 1555, deux jeunes personnes momifiées naturellement ont été retrouvées à l'occasion de travaux et toute la population locale a estimé qu'il s'agissait des amants. Depuis, ils sont inhumés en mausolée et surtout, le musée local a souhaité montrer la puissance de cette histoire et son impact dans la culture aragonaise et au-delà. Par ailleurs, les deux corps ont été exposés assez longtemps, ce qui nous vaut quelques archives permettant d'avoir un aperçu de ces deux momies relativement classiques pour des momies naturelles. Parfois, ou plutôt souvent, dans les histoires romantiques, l'amour est contrarié comme ce fut le cas pour ces époux qui, malgré leur religion, se donnent la main dans la mort. La tombe aux mains se trouve aux Pays-Bas et date du XIXe siècle. Les époux n'ayant pas la même religion à l'époque, il leur était alors interdit d'être inhumés ensemble. Les cimetières foisonnent d'histoires d'amour, sachez-le, il suffit juste d'y être attentif. Si je vous parle de funéraires, d'amour et d'architecture, vous aurez peut-être besoin d'un petit moment de réflexion pour trouver un élément qui allie tout cela. Et pourtant, un des lieux les plus visités du monde peut se targuer d'être une icône romantique par excellence, le Taj Mahal. Le Taj Mahal est un des mausolées funéraires les plus célèbres du monde. Situé en Inde à Agra, il a été édifié au XVIIe siècle par Shah Jahan pour célébrer son épouse. Il est un des plus célèbres monuments de l'art indo-islamique dont l'architecture et la mise en perspective du monument grâce aux aménagements extérieurs le rendent remarquable. Shah Jahan et Mumtaz Mahal se sont rencontrés adolescents et ont enfin pu se marier d'un amour véritable après quelques années contrariées. Un amour fort et puissant. Mumtaz Mahal était réellement aimée de son mari, chose qui n'est pas toujours évidente dans les unions de haut rang dans l'histoire. Mumtaz Mahal décède en accouchant de l'un de leurs enfants, ce qui laissa Shah Jahan le cœur brisé et dans une peine qui le poursuivra toute sa vie. La légende dit qu'elle lui a demandé sur son lit de mort d'édifier un monument représentant leur amour et la pureté de ce dernier et de leurs sentiments. Ainsi, pendant plus de 20 ans, le Taj Mahal est devenu un des objectifs de l'empereur moghol. Un monument qui a été construit grâce à de nombreux matériaux venant de toute l'Inde et de l'Asie et grâce à des maîtres d'œuvre indiens et parfois venus d'Europe. Il faut imaginer que le Taj Mahal possède des fondations tellement massives que le poids est de 25 tonnes par mètre carré. Le monument classé à l'UNESCO est tellement important en Inde que pendant la Seconde Guerre mondiale, un échafaudage a été construit pour éviter une destruction lors de raids aériens. Dorénavant, il est surveillé et conservé par le gouvernement sous l'égide de services archéologiques. D'ailleurs, le saviez-vous, le mariage posthume existe. En France, par exemple, cela est une réalité. C'est l'article 171 du Code civil qui nous le dit, et il précise ceci. Le président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque leur consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. Une loi souvent méconnue qui est faite pour assurer une protection à la personne du couple qui reste, mais aussi aux enfants. Tout cela s'accompagne bien sûr de lourdes démarches administratives. Dans un registre qui peut prêter à sourire histoire d'alléger un petit peu l'ambiance,
c'est Amanda Tigg, au nord-est de l'Irlande, qui a célébré un mariage avec le fantôme d'un pirate haïtien. Un mariage spirituel qui n'a finalement pas duré comme l'ont relayé les journaux. L'amour et l'entretien du souvenir d'un défunt passent également par des objets. On est nombreux à garder un souvenir ou encore poser en presque relique un cadeau fait par un être qui nous manque. À des époques où tout le monde n'avait pas de photos des êtres aimés, la conservation d'éléments physiques, comme les cheveux, pouvait alors permettre la confection de médaillons ou de bijoux ou encore de tableaux. Bien que tous les bijoux en cheveux ne soient pas funéraires, il en existe bel et bien qui servaient à conserver et à entretenir la mémoire d'un être cher. L'apogée des bijoux, intégralement faits en cheveux, remonte au XIXe siècle. Néanmoins, quelques artisans tentent de remettre ces créations au goût du jour. Les façons de se remémorer un être cher sont multiples. Pour autant, les entreprises ont bien saisi l'intérêt également de proposer des alternatives. Par exemple, les diamants commémoratifs, à partir de cendres et de cheveux, sont faits de carbone cristallisé. Un bijou provenant d'un être précieux, ça c'est une idée. Dans un autre registre, illégal en France, car il est interdit de prélever et de revendre des éléments humains, des entreprises à l'étranger proposent que les tatouages soient extraits et mis en cadre pour garder un souvenir d'un être cher. Grâce à diverses techniques de conservation et de traitement, le tatouage d'un proche devient une œuvre. Ne dit-on pas avoir quelqu'un dans la peau ? Mais le corps est bien sûr un véhicule privilégié de nos sentiments, tout comme notre cerveau et notre cœur. On parle souvent de cœur brisé, de mourir d'amour, mais est-ce que cela a vraiment existé ? Il existe un syndrome qui est bien souvent apparenté à l'idée de la souffrance amoureuse. Takotsubo signifie piège à poulpe en japonais. Ce syndrome se classe du côté des cardiomyopathies, autrement dit, cela se situe au niveau du cœur du point de vue biologique. Il affecte le cœur, produit des douleurs thoraciques et peut mener jusqu'à une attaque cardiaque potentiellement mortelle. Le Takotsubo est un syndrome qui est toujours étudié et qui interroge beaucoup les chercheurs, mais son origine viendrait d'un stress physique ou émotionnel intense. Initialement repéré au Japon parmi des femmes âgées entre 55 et 75 ans, on le retrouve également chez d'autres individus sur le globe. Les recherches autour du symptôme évoluent au fil des études sur ce syndrome avec la recherche de traitement si le patient ne décède pas de complications. Ce syndrome a été repéré majoritairement chez les femmes d'une certaine tranche d'âge, mais surtout ayant vécu un choc comme le deuil d'un être cher ou encore une rupture difficile associée à une fatigue intense. Des patients qui ont été diagnostiqués suite à un choc positif existent, comme après une naissance ou bien un événement heureux. Ainsi, le Takotsubo n'est plus considéré comme un mythe, mais bien comme une alerte en vue des premiers symptômes, afin de recevoir des soins adaptés. Pour autant, la littérature offre de nombreux exemples de héros ou d'héroïnes qui meurent d'amour. La romantisation de la mort et de l'amour peut être plus problématique. En France, en janvier 2021, il est estimé que 24 personnes mettent fin à leur jour quotidiennement. Un chiffre terrible. Pourtant, dans diverses œuvres culturelles, la romantisation du suicide existe. Un traitement littéraire d'un acte complexe qui peut revêtir des éléments négatifs pour les personnes vulnérables. La prise de conscience de la médiatisation des suicides est un véritable sujet de discussion entre les chercheurs afin d'éviter les effets d'imitation ou d'inspiration. Pour autant, le suicide amoureux est un sujet récurrent tant au cinéma qu'en littérature, ce qui est considéré comme contre-productif à l'heure actuelle pour aborder la question du suicide et surtout la médiatisation de l'acte. La douleur de vivre suite à une déception amoureuse, une perte ou encore un deuil peut être ressentie et doit s'accompagner d'un suivi adapté. Pourtant, dans le passé, le suicide amoureux était vu comme l'ultime sacrifice. Une vision à revoir désormais avec toute la complexité de ce sujet. Roméo et Juliette sont bien sûr les plus connus lorsque l'on parle de cette thématique. On se souviendra du Dracula de Coppola en 1992 qui présente cette scène d'introduction mémorable avec le suicide de Elisabetta, croyant que son bien-aimé Vlad Dracul soit mort. Enfin, c'est du côté du Japon que le terme Shinju désigne les suicides doubles ou à plusieurs, que ce soit en couple ou en famille, bien que plusieurs termes existent pour désigner chacun.
Oyako Shinju, ou le suicide parent-enfant, Fushi Shinju, le suicide père-enfant, et le Ika Shinju, le suicide de toute une famille. Une romantisation que l'on retrouve dans la littérature japonaise et dans les spectacles, tant dans le kabuki que le bunraku. Bien souvent, le Shinju, qui ne possède pas d'idéogramme pour l'écrire, est alors représenté dans des œuvres. Au cinéma, nous penserons à Double suicide à Amihima de Toru Takemitsu en 1969, issu d'une pièce de bunraku, adaptée ensuite au kabuki, présentée pour la première fois en 1721. Mais cette thématique est déjà traitée dans d'autres pièces antérieures, comme Suicide d'amour à Sonezaki, ou encore Les suicides d'amour à Umeda. Ces pièces en 3 actes pouvaient alors présenter des amants amoureux avec l'impossibilité de s'aimer, ou encore un amour impossible entre un samouraï et une courtisane. La base de ces œuvres reste relativement trouble, même si elles ont eu un impact considérable, à tel point que le shogunat Tokugawa, à l'époque Edo, a pris des mesures pour que l'acte devienne infamant, transgressant l'honneur et la morale. Un choix étonnant puisque jusqu'en 1868, les samouraïs pouvaient se suicider pour se laver de leurs fautes auprès de leur maître par l'acte du seppuku. Ainsi, s'il existe presque une quinzaine de termes pour désigner différents suicides au Japon dans l'histoire, le Shinju reste quant à lui toujours assimilé à l'amour, soit entre 2 individus, soit entre personnes avec des liens familiaux. On découvre alors un sujet très complexe et pourtant très important dans de nombreuses œuvres locales. S'il vous est déjà arrivé d'avoir le coup de foudre en voyant quelqu'un, il faut savoir que d'autres coups de foudre sont nettement moins agréables. La fulguration, le foudroiement ou encore l'accident naturel. Vous l'avez ? Et oui, la kéronopathologie désigne le vrai coup de foudre, celui qui peut vous tuer et s'il ne le fait pas, vous laisser de graves lésions physiques et neurologiques. Il est évident que ce phénomène a été observé par de nombreux hominidés de toutes sortes. On retrouve des mentions chez Aristote qui l'évoque, ou encore Pline l'Ancien qui, lui, rappelons-le, est mort lors de l'éruption du Vésuve à Pompéi, qui décrivait déjà la foudre en faisant des typologies de cette dernière. Et bien sûr, la foudre est relatée comme un élément majeur dans de nombreux mythes et textes fondateurs dans l'histoire. En bref, si le phénomène est connu, il faut attendre en revanche les travaux, entre autres, de Benjamin Franklin au XVIIIe siècle pour en savoir plus sur son fonctionnement et sa formation. Néanmoins, d'après les spécialistes, la foudre recèle encore de nombreux mystères. Chaque année, en France, des bilans de foudroiement sont édités avec le nombre d'impacts et également le nombre de blessés et de morts. En France, ce chiffre est estimé entre 10 et 15 morts par an et une centaine de foudroyés sont comptabilisés. Ces victimes peuvent présenter un élément très particulier sur leur peau qui les marquera à vie. Les figures de Lichtenberg, qui portent le nom du scientifique qui les a étudiées. Les lésions cutanées peuvent être multiples en cas de foudroiement, avec des impacts parfois plus marqués à l'entrée et à la sortie du courant. Ces lésions irréversibles peuvent alors être visibles sur certains patients. Ainsi, mourir d'un coup de foudre est possible, et s'il n'est pas létal, on peut dire que parfois il reste dans la peau. Bien souvent, Eros et Thanatos sont associés dans l'imaginaire collectif. Il n'est pas rare que des allusions douteuses soient directement associées au fait de travailler avec les morts ou autour de la mort. Croyez-en mon expérience. Pourtant, ce sujet est un réel sujet de recherche scientifique et historique complexe et surtout long à aborder. Pour autant, afin que cette vidéo reste tout public, je vous invite à écouter le podcast En lien où je parle un petit peu plus de ce sujet. Je vous parle également dans mon épisode de Un mort à la maison de comportements qui peuvent nous interroger sur les raisons qu'ont certaines personnes de garder secrètement un défunt à domicile. Dans un autre registre, qui là va plutôt mêler anatomie et art, c'est la polémique autour du dit coït de cadavre dans l'exposition de l'anatomiste Gunther von Hagens qui va nous intéresser. Son travail de plastination très décrié, voire comme chez nous interdit d'exposition, a fait aussi le tour de la presse concernant une certaine mise en scène. Dans une salle dédiée à un public adulte, 2 corps plastinés, c'est-à-dire conservés, ont été représentés pendant l'acte afin d'illustrer le cycle de la vie. Idem pour une coupe anatomique de profil où les 2 individus sont physiquement en acte. Ce qui a choqué, c'est de savoir si oui,
ou non les individus décédés avaient donné leur consentement pour cette mise en scène. Pour autant, le docteur de la mort, comme il est surnommé, a dit que oui. Mais rien ne nous le prouve réellement. Des questions qui peuvent sembler aberrantes, mais qui ont leur place dans les discours autour de l'éthique. Allons maintenant vers un sujet un peu plus doux si vous le voulez bien. La mort ne touche pas toujours que des êtres vivants. C'est ce qui est montré au sein de l'exposition de l'amour au Quai des Savoirs. De l'attachement à un doudou ou encore à un robot, l'amour peut prendre alors différentes formes. Bien que de nombreux parents tentent d'acheter un doudou en double, l'enfant n'est pas toujours dupe et la perte du doudou véritable peut être un moment douloureux. On nous explique également dans l'exposition l'expression effet Tamagotchi, qui va caractériser le lien d'attachement entre un humain et un objet technologique. Ainsi, si je vous ai déjà parlé de la mort et des robots dans mon article autour du Digital Shaman Project par Etsuko Ishihara, dans l'exposition nous retrouvons aussi différents liens avec les robots et malheureusement leur mort. Du robot démineur en zone de guerre bénéficiant parfois de funérailles tant les soldats les apprécient, ou encore le petit phoque robotique Paro, utilisé en contexte de soins, ces relations aux robots peuvent choquer, étonner, mais l'attachement existe. Enfin, au Japon toujours, des cérémonies funéraires pour les chiens robots Aibo sont pratiquées. Ainsi, aimer un robot prend tout son sens et c'est aussi un grand sujet de la littérature et des œuvres visuelles d'anticipation et de science-fiction. Dans le cadre de la mort, j'avais parlé du robot de deuil au Japon, donc créé par Etsuko Ishihara sur mon site web, mais il y a de nombreuses alternatives officielles et non officielles qui sont arrivées sur le marché ces dernières années. J'ai pu croiser une peluche où des proches ont enregistré les messages vocaux à l'intérieur d'un disparu à destination d'un de ses enfants. Ou encore l'intelligence artificielle qui reprend tous les messages d'une personne décédée afin que les réponses ressemblent à sa façon de parler. Ainsi, ses proches peuvent continuer à lui parler. Mais en réalité, il parle à un robot. D'abord créé par des personnes comme vous et moi, en janvier 2021, Microsoft a déposé un brevet. Le bot reprend tous les messages sur tous les réseaux sociaux. Et oui, dans 50 ans, Facebook aura plus de morts que de vivants sur sa plateforme. Ici, par exemple, comme pour tous les services en ligne qui demandent d'insérer des photos, il faut bien lire les clauses d'utilisation et de confidentialité. J'ai testé pour ma part une toute récente application qui intègre un système de ce type afin de, comme ils disent, bring back your dead relatives, autrement dit, redonner vie à vos ancêtres. Le résultat est plutôt intéressant puisqu'il permet en effet de retravailler la qualité de l'image et de la faire bouger. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Je ne suis pas sûre. Mais il est intéressant de noter que pour éviter tout usage abusif de l'image d'un défunt, ils n'ont pas permis d'ajouter une voix. La tentation, depuis l'arrivée de ce dispositif gratuit sur Internet pour certaines personnes, a été de faire revivre un proche qui leur manque beaucoup. Une expérience qui n'est pas forcément positive. Ainsi, ce type de dispositif doit être utilisé avec beaucoup de parcimonie pour ne pas avoir une résurgence de souvenirs douloureux pour la personne qui, elle, sera seule devant son écran face à un robot. Ne dites plus crime passionnel. Aujourd'hui, l'expression crime passionnel est fortement décriée. En effet, pour ce que l'on appellera dorénavant homicide conjugal, l'idée de crime passionnel est dépassée. L'homicide conjugal est un fléau mondial qui touche majoritairement les femmes, mais les hommes sont victimes également, pourtant de façon moins massive en termes de chiffres. Dans tous les cas, peu importe qui est la victime, ces actes sont graves. Pour autant, le crime passionnel a été montré au cinéma, à la télévision, écrit dans la littérature à grand renfort d'une image liant passion, amour et haine. Les remises en question autour d'expressions très usitées comme celle-ci dans le jargon du quotidien s'accompagnent d'une volonté d'informer, de prévenir et de faire changer les mentalités. Ainsi, la première campagne contre les violences conjugales en France remonte à 1989, ce qui n'est vraiment pas très vieux. D'ailleurs, en France, Alexia Delbray, qui est médecin légiste, mais également psychiatre en CHU, a fait un travail innovant et surtout très important sur l'aspect médico-légal et psychiatrique lors des passages à l'acte dans le cadre des homicides conjugaux. Tout cela pour dire que les mœurs et nos expressions évoluent et que l'appellation crime passionnel n'a plus vraiment sa place en 2021. Quand on aime,
on ne tue pas. Pour conclure cette vidéo sur la mort et l'amour, je pourrais vous citer des tirades, des belles paroles. Mais le mieux, je pense, est de dédier cette vidéo à ceux qui ne sont plus là et qu'on a aimés. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Grâce à ma venue au Quai des Savoirs, j'ai pu la fabriquer, l'étoffer et drainer mes réflexions. Pour me soutenir, un petit pouce bleu et un commentaire sont toujours les bienvenus et surtout ils feront très plaisir non seulement à moi, mais aussi à toutes les personnes qui ont contribué à cette vidéo grâce à leur savoir. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes rencontrées dans le cadre de ce travail. N'oubliez pas, pour compléter, vous pouvez écouter le podcast associé et lire l'article qui se trouve sur mon site. C'est un triptyque autour de l'amour qui vous est offert. Je vous dis à très bientôt.